Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour les nouveaux artefacts dont le lore va être exceptionnel. Donc pourquoi je dis exceptionnel? Parce que comme c'est le dernier, enfin l'avant-dernier patch, mais le dernier patch en termes d'artefacts au sein même d'une nation, avant Snezhnaya, bah du coup nous avons toujours les artefacts de la nation qui va arriver, donc c'est-à-dire Snezhnaya, donc on aura du lore par rapport à ça. Mais également le second artefact qui fait référence à Celestia. Donc autant vous dire qu'on sent qu'on commence à être sur le in-game. Donc là voilà, là on se retrouve pour les artefacts de Snezhnaya, donc l'iridescence cessant au milieu de la gloire. Donc j'ai vu qu'ici ils mettent quelques petites notes avant d'aller sur l'histoire. Donc là il y a écrit: une toute nouvelle bénédiction peut vous être accordée en vous rendant à Snezhnaya. C'était une fleur de ruban offerte en cadeau par un ami dont les mains étaient froides comme de la glace. Hop. De nos jours, rares sont les visiteurs qui se rendent au manoir perché dans les montagnes, propriété du plus éminent des Schnegovic. Bien qu'on raconte qu'autrefois de nombreux seigneurs nobles s'y rendaient, munis d'invitations gravées d'or pour festoyer entre ses murs, la jeune fille aux cheveux argentés faisait autrefois partie de ceux-ci. Même si, à cette époque, elle n'était pas encore devenue une mage des ombres et n'avait pas encore franchi les portes secrètes. À l'époque, elle n'était qu'une servante de la cour qui accompagnait docilement l'empereur du Nord. Donc là, on parle de qui? On parle du premier archon. Les bavardages futiles des Nivéoles étaient toujours d'une banalité affligeante. De plus, en tant que mortelle, la jeune fille attirait trop de regards. De la part de ceux qui n'étaient pas de son espèce, c'est pourquoi elle s'éclipsa de la salle de banquet. Malheureusement, l'intérieur de cet édifice millénaire était un véritable labyrinthe. Et lorsque la jeune fille, qui ne pensait qu'à grimper, se rendit compte de son erreur, elle avait déjà oublié le chemin du retour. Pour revenir sur ses pas, elle allait devoir se frayer un chemin à travers un dédale de couloirs sinueux et d'escaliers interminables, tandis que le clair de lune projetait ses jeux de lumière à travers les fenêtres. Mais au cœur de ce silence désolé, la jeune fille trouva enfin la paix qui lui avait si longtemps échappé. C'était que lorsque la présidente du banquet, la souveraine Snegoroshka, apparut derrière elle, qu'elle comprit que la maîtresse du givre et de la glace s'était elle aussi lassée depuis longtemps des clichés et des banalités de ses invités. La maîtresse du givre et de la glace, Snegorochka, et que toutes deux avaient déjà tourné le dos au banquet. Elle lui montra les nombreuses peintures, sculptures et énigmes cachées dans le manoir, et la jeune fille les découvrit avec un esprit et une grâce qui la distinguait déjà des autres. Enfin, alors que leur conversation touchait à sa fin, la souveraine Snegorochka révéla tout sur le savoir des Nivéoles. Une cour entière sculptée dans une glace qui ne fondra jamais. On y voyait des tours s'élevant comme des piliers de sel et des armes qui se balançaient. Pardon. On y voyait des tours s'élevant comme des piliers de sel et des arbres qui se balançaient sans qu'un souffle de vent se fasse sentir, ainsi que de l'herbe d'un blanc pâle, des fleurs de givre, des lapins et même un imposant léant. Tout défila sous leurs pieds comme un rêve qui jaillit soudainement du côté de l'oreiller d'une tête endormie. Comme si elle avait aperçu le désir dans le regard de la jeune fille, la souveraine Snegorochka s'empressa de lui adresser un avertissement. Même la glace qui ne fond jamais n'est rien d'autre que l'œuvre de la magie, et ne peut donc pas durer éternellement. Ce que vous voyez n'est qu'un jeu fugace d'ombre et de lumière, empreint du sang des esclaves de jadis. Même si les serviteurs du passé étaient capables d'accomplir de tels exploits, les humains qui étaient autrefois les maîtres ne peuvent plus retrouver leur gloire d'antan. Au moment de se séparer, la souveraine Stegorochka lui confectionna une fleur de soie. Contrairement à la glace, qui ne fond jamais, les couleurs vives de la soie finiraient par s'estomper,
mais la matière elle-même durerait bien plus longtemps. Alors elle regardait la souveraine Snegurotchka épingler le cadeau de soie sur sa poitrine de ses longs doigts fins. La jeune fille dit en souriant: Je croyais que vos talents ne s'exprimaient que dans la manière dont vous maniez le pouvoir pour façonner toute chose à partir de la glace et de la neige. La souveraine des... Ah, la souveraine des Snegurotchka. Ok. Répondit Axinia. Ce n'est jamais la main qui est habile, mais le cœur. C'est la preuve de notre amitié. À partir de maintenant, peu importe quand, je serai ravi de vous accueillir ici. Alors, je vais peut-être dire de la merde ou quoi, mais en fait, pour moi, genre, la souveraine de Snegurotchka, ce serait pas la tsarine. Parce que ça pas une maîtresse des glaces et de la neige, donc... Donc franchement, avant... Par contre, ça pouvait donner une théorie assez intéressante. Dans le sens où, même si la glace... Oui, parce que je crois que les Snegurotchka, je crois que c'est pas une sorte de marque de Neviol. Un truc comme ça. Mais bref, ce que je disais, c'est que ça avait été dit comme quoi que la glace qu'elle utilise, la souveraine, c'est une glace qui ne fond jamais, qui ne disparaît littéralement jamais. Mais, enfin, elle dit que littéralement c'est une glace qui ne fond jamais, mais que vu que c'est l'œuvre de la magie, ce ne peut pas durer éternellement, parce que si la personne meurt, la magie aussi. Et du coup, ça met en question, puisque le royaume entier de Snezhnaya est entre guillemets fait de la givre hivernale, de la glace, notamment le palais, etc. Si elle devait décéder, la tsaritsa, est-ce que ce serait pas littéralement Snezhnaya tout entier qui mourra? Pas comme... c'est comme si, par exemple, je sais pas... euh, on va dire Neuvillette. Neuvillette, on va prendre l'exemple que c'est un archon hydro. Qu'en fait, il était là à Fontaine... et que par son simple pouvoir, il pouvait canaliser le niveau de l'eau à une certaine hauteur toute sa vie pour pas que l'eau submerge Fontaine et que les gens puissent du coup être sains d'esprit et y vivre en toute sécurité en quelque sorte. Et que dès lors où il meurt, hop, sa magie s'effondre par conséquent et toute l'eau elle remonte. Et du coup, bah, ça fait que Fontaine n'existe plus puisqu'elle est submergée littéralement par l'eau. Du coup, il y a peut-être possibilité qu'il puisse avoir ça à Snezhnaya. Hein. Mais bon, voilà. De toute façon, on sait qu'à Snezhnaya, déjà entre les révélations comme quoi la théorie que Snezhnaya, par exemple, n'existe pas réellement, parce que de base, c'est indiqué que notre Kraï, c'est un peu la bordure même du monde, donc c'est-à-dire la dernière région de Teva. Donc pourquoi parler de The Age of the World alors qu'il y a une nation juste après? Et du coup, voilà, ça mettait là des illusions comme quoi que puisqu'il y a eu l'attaque avec Tchernobos il y a 500 ans contre Snezhnaya, il y a possibilité que Snezhnaya ce soit littéralement une mimique des abysses et tout ça. Mais bon, ça on en reparlera quand il y aura le live stream. De toute façon, moi, plus la théorie est farfelue, et mieux j'adore. Hein. Alors, c'était une plume offerte pour écrire des rêves fantastiques à ses adeptes. Parce qu'après tout, le Gnosis Pyro, bon, certes, on n'a pas pensé que c'était Naïda qui l'utiliserait, mais plutôt Dotoré. Mais ça s'est arrivé que c'était l'une des seules choses qui se passerait. En même temps, on avait aussi prédit la mort de Sendrone, on avait prédit ce qui allait se passer pour maintes et maintes choses. Alors, netteté cessant sur la merveilleuse création.
C'est ici, alors que le jeune apprenti suivait pour la première fois la chercheuse aux cheveux argentés dans les recoins obscurs du monde, donc les cheveux argentés c'est Axinia, c'est ça, qu'il découvrait les ruines d'une civilisation dorée autrefois resplendissante, aujourd'hui en ruine suite à sa destruction. Donc je pense que c'est l'Hyperboréen. Les tours figées dans le temps et l'espace commencent à se dresser comme des colosses mutilés tandis que la terre s'ouvrait en une plaie béante. C'était un coup porté par le maître des cieux, une blessure qui s'était figée sur le monde depuis des temps immémoriaux. Le maître des cieux. Hmm. Attends, c'est... C'est... C'est Phénix qui a porté un coup mortel à l'Hyperborée? What the fuck? Voilà, cité d'or, quoi. Ok. Tous les rêves de liberté avaient été anéantis, éteints aussi vite que la neige sous un soleil de plomb. Chaque graine de rébellion avait été fauchée sans pitié avant même d'avoir pu germer. Malgré tout, la chercheuse qui avait été témoin de tout cela continuait d'avancer à travers les ruines, indifférente au danger. Elle se déplaçait avec agilité, comme si elle dansait sur une corde raide posée sur des lames de glace. N'avez-vous donc pas peur? Le chemin que vous empruntez, celui qu'ont parcouru avant vous, ceux qui vous ont précédé, n'a mené qu'à la destruction. N'avez-vous donc pas peur? Le seuil que vous cherchez à franchir est brisé depuis longtemps, et l'escalier, coupé par les cieux. La chercheuse aux cheveux argentés écoutait en silence les mises en garde du jeune apprenti, tout en continuant à esquisser les plans d'un projet grandiose mais irréalisable. Alors qu'ils discutaient, la chercheuse se rappela que le domovoy qui se tenait devant elle était en réalité un peu plus âgé qu'elle. Alors je sais pas ce que c'est qu'un domovoy. Est-ce que c'est une mimique? Est-ce que c'est un animal? On sait pas. Bon, moi je sais pas en tout cas. Mais ne se moqua pas de la peur qu'il éprouvait à la vue de l'effondrement d'une grande civilisation. Au contraire, elle plongea son regard dans ses yeux tremblants et perça les profondes inquiétudes qui habitaient son fort intérieur. Le feu avait peut-être été allumé, mais ce que nous voyons aujourd'hui n'est que sa tombe, depuis longtemps refroidie. Nous ne faisons pas cela pour nous approprier l'héritage d'autrui, mais simplement pour y voir plus clair à la lueur de ce feu. Alors, n'ayez crainte, car même si nous ne parvenons pas à pénétrer dans ce nouveau monde, d'autres viendront après nous y irons plus loin. N'ayez crainte, car même si nous ne pouvons franchir ce nouveau cap, nos ossements leur feront office de marchepied. Alors, par rapport à ce que c'est dit, pour moi, un domovoy, c'est plutôt un esprit que l'esprit des terres anciens, quoi, en quelque sorte. Hein. Genre, pourquoi une telle personne foule nos terres sacrées? La chercheuse aux cheveux argentés, dont l'enfance était désormais loin derrière elle, mit son stylo dans la main de son apprenti. La main du jeune domovoy s'alourdit, pas du tout alors, non pas à cause de la plume, mais sous le poids écrasant de la conviction de la chercheuse. Attends, je vais regarder sur internet domovoy. Parce que ça paraît quand même très bizarre. Domovoy. Ah non. On va prendre le... Bon, c'est Wikipédia, donc... La source peut pas non plus être insane. Hein. Non mais Wikipédia est trop de blabla. Y a pas un truc plus raccourci, genre? Domovoy, mythologie, attribut et pouvoir. Le Domovoy est généralement bienveillant et protégera la maison s'il reste heureux. Cependant, s'il est contrarié, il peut être espiègle ou même causer du tort. On dit que la variante bannique du Domovoy étouffe ceux qui se baignent la nuit. Comment ça? À tes souhaits?
Bon, on va dire que c'est une sorte de protecteur, le Domovoy. Ok. Bah, intéressant. Intéressant, intéressant. Bon, de toute façon, on va nous parler de plus en plus hein, de la cité d'or, bah, puisqu'elle est littéralement achetée, je n'ai rien. Ça va être trop trop bien. Axinien, je crois qu'elle s'appelle. Hein. Faut que je me rappelle, parce que peut-être on va en entendre parler quand on est chez Génia. Alors, c'est quoi là? Le moment cessant au réveil d'un grand rêve. C'était un moment fugace accordé pour rappeler à un alchimiste silencieux chacun de ses rendez-vous. Ah, débat. C'était une époque antérieure à l'accession au trône de la tsarine qui règne aujourd'hui sur Stejaïa au palais Zapolyarny. Une époque où la nation de glace et de neige n'avait pas encore, à cause des exécuteurs, interdit toute pratique de l'art de l'alchimie. Quelque part dans la longue ombre du roi des neiges, un jeune alchimiste aux longs cheveux noirs était enfin libéré de ses chaînes afin de pouvoir mener des recherches qui défieraient tous les interdits. Pour le jeune homme, le monde n'était qu'un vaste ensemble d'éléments physiques et seul le plan matériel pouvait recéler un sens. Pour lui, la vie est un assemblage accidentel, un puzzle composé par la nature au fil de dizaines de milliers d'années, une mosaïque que l'intellect humain tout-puissant était libre de découper et de réarranger à sa guise. Et ainsi, il faisait pousser des ailes aux bêtes à quatre pattes, il donnait des ailes d'insectes et des casques aux tigres et aux léopards. Même si la manière dont il s'adaptait aux différentes formes de vie impressionnait bon nombre de ses pairs, il restait insatisfait. Les bêtes ne sont que des êtres guidés par une âme dépourvue d'intelligence, tandis que le corps d'un être doué d'intelligence devait être bien plus complexe et intéressant. Finalement, dans ce qui s'apparentait fondamentalement à un ultime acte de désespoir, il prit contact avec plusieurs nivelles qui s'occupaient encore des postes importants à cette époque. Cela a dû sonner le glas de la vie du jeune homme, mais ses cris m'attirèrent l'attention du roi des neiges, qui l'envoya travailler à un institut dont les recherches enfreignaient tous les interdits et où les limites relevaient de simples suggestions et servaient de cadre à de nouvelles expériences. C'est cet après-midi-là que notre sombre alchimiste rencontra pour la première fois cette jeune fille aux cheveux argentés. Mais ses paroles douces et sa tendresse ne firent que blesser son orgueil. Poussé par la rancune, ou peut-être par le désir de faire fuir la jeune fille par la peur, l'alchimiste profita de l'instant fugace d'une poignée de main pour pratiquer une technique secrète, faisant apparaître une oreille dans la paume de celle-ci. Ah, je comprends mieux maintenant, voilà donc l'art que vous maîtrisez. Cela nous sera en effet d'une grande utilité dans notre projet. La jeune fille porta la main qui tenait l'oreille à sa bouche et lui murmura quelque chose. Ce n'est qu'en voyant la perplexité sur le visage de l'alchimiste qu'elle comprit qu'il ne pouvait pas entendre à travers l'oreille qu'il avait placée dans sa paume. Après tout, cela ne devait être qu'une modification temporaire du corps grâce à des techniques secrètes, rien de plus qu'une farce de mauvais goût. Cet organe supplémentaire tomba bientôt comme une croûte et fondit en une flaque de boue. La jeune fille cependant trouva cela dommage. C'était tout à fait fascinant. Cependant, vous devez comprendre que nous respectons scrupuleusement les procédures ici. La prochaine fois que vous aurez l'intention de recommencer, n'oubliez pas de m'en faire la demande au préalable. De plus, nous n'avons pas de temps à perdre. Votre emploi du temps est inscrit ici. Cette rencontre plongea le jeune homme aux cheveux noirs dans un état second pendant le reste de l'après-midi. Dans cet état, il perçut quelque chose d'invisible, quelque chose d'intangible, qu'il s'élevait au-dessus de la vie matérielle. Il ne pouvait plus considérer le monde comme un simple puzzle composé d'un millier d'accidents assemblés au hasard. Il y avait là quelque chose qui le faisait souffrir, mais vers quoi il ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine attirance. Ok, ok. Donc avant que la série prenne prenne l'accession au trône, littéralement, donc il y a 500 ans. Donc c'était le roi d'Avon qui autorisait l'art de l'alchimie. Hmm.
Du coup, t'as, ouais, en fait, t'avais juste quelqu'un, le mec aux cheveux noirs, qui voulait littéralement devenir Reine d'auteur, quoi. Putain, c'est... Ça, tu te rends compte quand même que l'alchimie, c'est vraiment insane de fou, hein. Parce qu'après, j'allais dire que... j'allais dire... Parce qu'ils disent que c'est aussi à cause des exécuteurs que... qu'ils ont pas encore interdit la pratique de l'art de l'alchimie. Donc je me demande qui utilise l'art de l'alchimie en réalité dans les exécuteurs. Parce que Sandrone, elle, c'est pas réellement de l'alchimie. Oh, quoique. Est-ce que, genre, on peut dire que Sandrone et Dottore, c'est l'alchimie? Bon, Dottore, c'est sûr. Parce que je me demande aussi si Pyro n'en fait pas aussi, puisque c'est un mage royal, hein. Et puis il a certainement dû côtoyer Reine d'Auteur, donc il a forcément dû avoir quelques connaissances. Ok. Intéressant. Alors, ovation cessant pendant les festivités, c'est un signe de gobelet accepté en signe de célébration des mains d'un collègue. Il fut un temps où le venin primitif et la lumière primale s'affrontaient à l'abri du regard des cieux, hein. Si un amour, une ferveur et une ambition plus grand encore que le monde lui-même devaient prendre forme, il devait naître et s'enflammer dans un lieu invisible aux yeux de tous. C'était un projet qui ne pouvait tolérer le moindre écart de cap, une expérience qui ne se tenait qu'à un cheveu de la folie du monde. C'était presque comme si quelqu'un avait retenu la main du destin lui-même, forçant tirage au sort après tirage au sort jusqu'à ce que le résultat souhaité ait été obtenu. Ou peut-être que ce n'est que grâce à des bouleversements en périphérie que certaines possibilités peuvent franchir diverses limites et contraintes pour être ensuite appréhendées et concrétisées par un projet des plus absurdes. Il était une fois, à la demande d'un roi des neiges accablé par le péché et le remords, un groupe d'hommes qui fut réuni et chargé d'une seule et unique mission, trouver l'escalier menant au siège vacant dans la cour des étoiles. Comment ça, la cour des étoiles? Un passage vers un lieu où l'inquiétude et le chagrin ne viendraient plus jamais le tourmenter. D'innombrables jours et nuits d'efforts s'écoulèrent tandis que la compagnie du roi des neiges se livrait à une succession sans fin de transgressions de la loi et de descentes dans les ruines d'anciennes civilisations. Tout cela pour retracer les contours flous d'un rêve autrefois façonné par un royaume doré ancestral et faire naître un vaste embryon jusque-là dissimulé dans l'ombre. Faire naître un vaste embryon? What the fuck? Alvis. Ok, donc ça je note. Le vieux Domovoy au visage grisonnant jeta un regard vers la souveraine. Ah putain. Alors, Alvis, le vieux Domovoy au visage grisonnant, jeta un regard vers la souveraine Schnigrochka et l'alchimiste pensif aux cheveux noirs en se levant de son tabouret. Un vieil homme aimable mais froid, le grand seigneur de Kitetsgrad, qui avait monopolisé l'exploitation minière de la ville depuis sa fondation, dit en levant sa coupe de vin vers elle. Il est difficile d'imaginer qu'une entreprise d'une telle envergure puisse finalement être menée à bien par des êtres humains. Mais nous savons tout ce que vous avez dû sacrifier pour tout ce que vous avez dû sacrifier pour atteindre, voire dépasser, tout ce que vos prédécesseurs ont réalisé en l'espace d'une seule vie à Axinia. Et vous avez parfaitement le droit d'être fier de cet accomplissement. Cela ne devait pas être facile pour le seigneur de Mauvoy, qui n'avait jamais eu beaucoup d'estime pour l'humilité, de faire une telle déclaration. La jeune fille se remémora leur toute première rencontre, ainsi que le profond dégoût et la peur de l'humanité à peine dissimulés dans son regard. Mais tout cela n'avait plus aucune importance à ce moment-là, car les espoirs et les rancœurs de la Nivéole n'avaient aucune valeur face au grand rêve du roi des neiges. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que du coup, Axinien, on pourra pas la jouer si c'est une véritable humaine par rapport à une Nivéole comme merde, comment il s'appelle l'autre là? Flins.
Et quasiment, je pense, toutes les personnes de Schneider, vu qu'elles sont beaucoup, ce sont beaucoup des nivelles. Euh... Ta ta ta. Merde, je sais plus où je suis. Si, je suis là. De plus, ce Domovoy, qui était apparu à maintes reprises tout au long de l'histoire de ce royaume enseveli sous la neige, lui avait toujours transmis sans réserve tout ce qu'il savait et lui avait donné des conseils sur bien des sujets. D'une certaine manière, il était déjà devenu à la fois le mentor et l'ami de la jeune fille aux cheveux argentés. Elle aussi leva alors sa coupe, renversant un peu l'amertume qui s'y était accumulée au cours de route. Dans le regard du domovoy, Axinien perçut une affection chaleureuse et sincère, telle celle qu'un aîné pourrait éprouver pour son cadet. Ah, le maître et son disciple, hein, bien sûr. Du coup, il y a... Donc, si je comprends bien là, à la demande du roi des neiges à ce moment précis, il y avait une expédition qui a entre guillemets eu lieu pour trouver l'escalier menant au siège vacant dans la cour des étoiles. Donc ça peut être vraiment c'est vague. Voilà, on peut dire, est-ce que c'est l'escalier donc qu'il a emprunté le troisième descendant pour aller vers Célestien? Est-ce que quand on parle de siège vacant dans la cour des étoiles, c'est celui qu'on parle du trône divin, donc du coup l'autorité avec le Gnosis? Ou alors c'est quelque chose d'autre, comme notamment l'étoile du matin, l'étoile solaire, l'étoile universelle et j'en passe. Donc vraiment quelque chose qui peut surpasser même Teva. À savoir. Mais du coup c'est intéressant que dans cette expédition, pardon, du coup il y avait un vieux du nom de Alice, il y avait la souveraine Snegurochka, ainsi que le fameux alchimiste aux longs cheveux, mais je pense que c'est peut-être le cheveu noir dont il parlait, et ainsi que le grand seigneur de Kitetsgrad. Ils étaient tous là pour l'expédition du roi des neiges. Donc c'est intéressant ça. J'espère qu'on en prendra un peu plus par rapport d'ailleurs au seigneur de Kiesnograd. Oh ça va me saouler les pseudo russes, hein, je vous assure. Fighting. Une pendule cessant au milieu d'une grande chute. C'était une décoration délicate offerte en signe de louange de la part de son unique maître. Alors, c'était un cadeau, pardon, que lui avait offert l'imposant homme assis sur le trône à l'occasion de son anniversaire. Pour le seigneur de la glace et du givre, dont l'existence s'étend à travers les âges, l'épanouissement d'une vie humaine ne représente qu'un clin d'œil. Il se souvenait encore de ses errances dans le monde de ténèbres. Là-bas, il se souvenait que cette patrie dorée brisée était comme la mer qu'il n'avait jamais connue. C'est là qu'il découvrit le secret des hyperboréens, enfoui dans les profondeurs les plus insondables, et trouva les réponses sur lui-même qu'il avait obstinément recherchées pendant des milliers d'années. Mais tout ce qu'il avait appris ne suffisait pas à le libérer de cette douleur et de ce doute sans fin. D'autant plus que la plupart du temps, la sagesse n'est qu'une malédiction déguisée. Par la suite, il parcourut maintes fois les ruines dans l'ombre, se demandant s'il était vraiment destiné à porter un tel fardeau. Car à notre époque, il ne restait plus personne pour lui exiger d'assumer les responsabilités et les fardeaux qu'on lui avait imposés. Jusqu'au jour où il passa devant une ruine où s'entassaient des mécanismes de survie datant d'une époque révolue. Voilà sans doute les efforts déployés par les anciens pour perdurer dans le temps, pensa-t-il. Tandis que la voûte céleste semblait descendre peu à peu sur eux. La voûte céleste. Même s'il avait déjà vu de tels mécanismes dans un passé lointain, ceux qu'il avait découverts alors étaient cassés ou ne fonctionnaient pas correctement. Cette fois-ci, c'était différent. Un mécanisme s'était soudainement mis en marche, comme s'il avait détecté quelque chose. C'était comme si un nombre aléatoire avait soudainement surgi au milieu d'un calcul rigoureux, une petite anomalie, insignifiante en soi, mais qui avait tout à coup pris beaucoup plus d'importance qu'elle aurait dû avoir.
Il ouvrit le compartiment du mécanisme avec un mélange intense d'appréhension et d'impatience, comme s'il s'agissait d'un coffre au trésor. Et à l'intérieur, il trouva, inconsciente, mais encore en vie, une enfant à la chevelure argentée. Waouh, what the fuck. Merci pour ce cadeau, dit la jeune fille en se redressant et en touchant son oreille fraîchement percée. Ses lobes d'oreille, elle la démangeait encore un peu. Le roi du Nord revint dans le présent. La jeune fille, désormais adulte, lui adressa des remerciements teintés de curiosité. « Que puis-je vous offrir en échange ?» demanda-t-elle, visiblement reconnaissante. C'était une question à laquelle il n'y avait pas besoin de répondre. Mais tout à coup, il sentit une très vieille tristesse envers son esprit comme du givre. Et finalement, il céda et raconta à la jeune fille la vision qu'il avait eue autrefois, ou plutôt qu'il avait attendue trop longtemps. Hein? Attends, mais l'enfant aux chevelure argentée qui était dans le mécanisme de ses morts, c'est pas une vision. C'est ce qu'il avait vraiment vécu. C'est bizarre quand même. Attends, on va relire ce passage-là, là. Donc du coup, voilà, parfois, il avait déjà vu de tels mécanismes dans un passé, mais que voilà, soit ça fonctionnait pas correctement, soit c'était cassé. Mais que cette fois-là, c'était différent. Le mécanisme s'est soudainement mis en marche comme s'il avait détecté quelque chose. C'était comme si un nombre aléatoire avait soudainement surgi au milieu d'un calcul rigoureux, une petite harmonie insignifiante en soi. Il ouvrit le compartiment du mécanisme avec un mélange d'intense d'appréhension et d'impatience, comme s'il s'agissait d'un coffre au trésor. Et dans ce même mécanisme, il trouva une enfant à la chevelure argentée. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait, c'est quoi? C'est... Alors, je vais partir en turfu, mais genre, c'est quoi? Le mécanisme était capable de créer la vie? Ou c'est au contraire un module pouvant cryogéniser? Il y a du coup une enfant... Enfin, pour préserver, entre guillemets, l'histoire des hyperboréens, on a mis, hop, une enfant en cryogénisation, et que la personne qui va la revoir, et ben, pourra la libérer. Parce que c'est quand même bizarre, quand même. Hein. Et puis en plus, encore la chevelure argentée. Donc Axinia, elle a vraiment un rôle extrêmement important. Hein. Ok. Intéressant. Attendez, je reviens jouer. Centaure glacial. Les Ossieux donnèrent une fleur impérissable à leurs envoyés, et un destin sans fin n'engendra que la cupidité. Petit détail. Ouh, mon dieu. C'était un âge d'or qui ne subsistait plus que dans la mémoire d'un monde révolu, une époque où chacun était libre de faire ses propres choix. Le premier peuple à s'aventurer dans le néant était empreint d'une innocence précieuse, tandis que les peuples naissants de ce jeune univers profitaient de ses bienfaits sans retenue. Au fil de milliards d'années, les feux de la civilisation ont illuminé d'innombrables étoiles, et les sillons tracés par les vaisseaux ont scié un nombre incalculable de portes des étoiles. Ah, j'ai la rêve, c'est Stargate. Des aventures, des conquêtes et des légendes, dépassant l'imagination, se déroulaient indéfiniment dans les profondeurs de la mer des étoiles. Jusqu'à ce que le destin de l'univers s'effiloche, fil après fil, et que chaque astre, peu importe sa taille, subisse le même sort. Wow. Et là, vous vous rendez compte qu'est-ce que ça me fait penser? Ça me fait penser aux jumeaux. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le skin de Heather
après avoir parlé à Columbina, vous et que vous lisez du coup l'histoire de ce skin, on vous dit que il y a de ça des milliers d'années, des années-lumière, une supernova avait explosé, causant littéralement l'explosion d'un univers entier, et qu'au fin de compte, par curiosité, l'IA de ce vaisseau a pris une sorte de je sais plus comment on appelle ça, la radiation, la fréquence de la radiation, et avait compris que la fréquence de l'explosion de la supernova été la même année que la naissance des jumeaux. Et du coup, puisque nous, on a un rapport avec la mer des étoiles, que le Nihilata nous a dit qu'on était le roi, enfin, The Lord of Stars, donc le roi des étoiles, on peut supposer que cette explosion, enfin que quelqu'un a créé cette explosion pour nous faire naître. Alors qui, je ne saurais jamais vous dire. Mais que du coup, ça montre jusqu'à que le destin de l'univers s'effiloche fil après fil et que chaque astre, peu importe sa taille, subisse le même sort. Bah, c'est littéralement à cause de nous, quoi. Parce que nous avons détruit par notre naissance un univers entier. Et ce faisant, ce qu'il en reste a été, entre guillemets, créé à partir de notre naissance. Donc tout ce qui est lié, tout ce qui est en train de se produire, etc., c'est soit pour nous donner, pour, entre guillemets, nous mettre le tapis rouge et qu'on roule sans risque, ou bien encore nous créer une sorte de challenge pour surmonter un certain défi qui permettra de détruire l'abysse, de ceci, de cela. Parce qu'après tout, si euh, parce que là je parle des jumeaux, mais je peux aussi parler de l'abysse, dans le sens où la construction de l'abysse et que la manière dont elle se pullule, c'est par des destins qui n'ont pas été choisis, par des pensées néfastes, par ceci, par cela. Donc imaginez la destruction d'un univers entier pour des jumeaux. Autant vous dire que l'abysse est passé de 1% à 70% tellement que c'est une injustice profonde, tu vois. Donc ça peut aussi porter à confusion que le dessin de l'univers, en fait, qu'importe sa taille ou et son astre, etc., subiront le même sort parce que l'abysse est voué à annihiler littéralement tout ce qui peut se produire, quoi, tout ce qui existe. C'est d'ailleurs pour laquelle aussi Alice nous avait dit qu'en dehors des frontières de Teval, il n'y a que l'abîme, quoi. Même si ça reste pas en corrélation, parce que comment Skirk a pu revenir, comment l'aimé de Alice, ça peut également voyager de planète en planète en pensant qu'il y a de la civilisation là-bas, alors qu'il y a de l'abîme. Ça, c'est tout un tas de choses qui a certaines incohérences. Bon, continuons, on est qu'au début de l'artefact. Au début, ce n'était rien de plus qu'une forme d'hystérie collective, ou l'évanouissement d'un rêve. Puis, dans le silence de la nuit, une civilisation fut effacée. Puis, des étoiles naines éteintes traversèrent le firmament comme des larmes, et les braises de soleil consumées déformèrent la structure même de l'espace. Ce n'est que lorsque des galaxies entières s'évaporèrent dans un néant plus profond que les ténèbres que les gens comprirent enfin l'ampleur de la catastrophe. Les descendants des anciens se révoltèrent et au cours des millions d'années qui suivirent, ils conquirent tour à tour le temps et l'espace. Pourtant, ils s'aventuraient dans l'inconnu, plus ils ressentaient la futilité de leur combat et la tristesse qui l'accompagnait. Les civilisations autrefois prestigieuses avec lesquelles ils avaient pris le large avaient disparu depuis longtemps sans laisser de traces. Pour échapper à la destruction qui un jour allait tout engloutir,
Ces pionniers, autrefois passionnés, scellèrent les passages qui s'étendaient à travers le cosmos. Ils se retirèrent dans le cœur creux des amas stellaires, au confins obscur de la perception, s'accrochant à une dernière flueur d'espoir. Les premiers à avoir maîtrisé les leptons dépêchèrent des chroniqueurs au confort de la matière baryonique. Oh la vache, les termes sont horribles. Pardon. Les premiers à avoir maîtrisé les leptons dépêchèrent des chroniqueurs au confort de la matière baryonique à la recherche de réponses à la particule ultime de l'existence. Alors que les étoiles scintillaient et que les balises des cartes stellaires s'éteignaient les unes après les autres, ils finirent par étendre leur sonde jusqu'aux confins du temps. Là-bas, toute lumière avait disparu. Toute possibilité s'était évanouie. Même les plus fines particules de poussière s'étaient dispersées. Ni coup de théâtre, ni miracle. À la fin de ce destin, il ne restait plus que le néant né d'un chaos absolu et des ténèbres. Chaque équation qu'ils avaient découverte, chaque constante qu'ils avaient définie, témoignait désormais en silence de leur fin définitive. Et c'est ainsi qu'à ce moment-là, leur histoire prit fin. Peut-être que ce soi-disant peuple au-delà du temps n'était au fin de compte rien d'autre que des prisonniers veillant sur un cimetière d'étoiles. Aussi brillante ce soit-elle, toute civilisation finira par sombrer dans le désespoir et courir à sa propre perte. Et pourtant, pourquoi la voyageuse qui erre dans le néant continue-t-elle de rêver de dragons et d'un petit monde fragile? La voyageuse, après des millénaires de contemplation silencieuse, juste avant la fin ne vienne la rattraper, la voyageuse endormie se réveilla. No way. Tu vas pas me dire que là, on va littéralement parler de Lumine? Ouais, par contre, c'est... Waouh. C'est ouf parce que... Bon, alors, c'est peut-être juste de la métaphore pour parler sans trop parler, tu vois. Mais c'est quand même insane de se dire que... Parce que là, en fait, on parle vraiment en dehors de Terre. On parle de d'autres nations, de d'autres planètes, de d'autres technologies, dans les contrées lointaines de chaque univers, de chaque astre et de chaque cosmos même. Et que les gens, en fait, étaient littéralement capables de détecter les lunes, voyant qu'ils s'éteignaient tous les unes après les autres. Que même, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait essayé de faire un peu comme Naïda pour les Reminsul, dans le sens où de bloquer les entrées dans le cosmos pour que ce problème-là ne puisse pas subvenir à l'endroit où ils sont eux, etc., etc. Chose qui n'a bien sûr pas fonctionné. Mais c'est assez... What the fuck? Est-ce que ça rappelle un peu... alors, je sais plus comment il s'appelle, le dévoreur de monde, là, avec le surfeur argenté qui voulait détruire la planète... mais qu'au fin de compte, il s'est rallié à leur truc parce que son maître, du coup, à ce surfeur argenté, en fin de compte, le dévoreur de monde. Avec le mec qui est gigantesque et. Donc ça rappelait un peu cette chose-là quand nous parlait des étoiles qui s'éteignaient une à une. Ou je peux aussi parler de. C'est pas Fairy Tail, c'est l'autre là. Oui, une inspiration de Fairy Tail. Hein. Où là-bas aussi, il y a une créature qui dévore les étoiles. Et là, comme des chiens, il nous parle de la toute fin, où il nous parle d'une voyageuse qui erre dans le néant. Continue-t-elle de rêver de dragons ou d'un petit monde fragile, après des millénaires de contemplation silencieuse, juste avant que la fin ne vienne la rattraper, la voyageuse endormie se réveilla. Donc après, voilà, quand on dit la fin ne vienne la rattraper, la voyageuse endormie se réveilla, ça peut paraître un certain rêve, en fait, tout ce que ça vient de se dire. Mais pour autant, je me dis que ça ressemble étrangement à ce que Alice, comment ça s'appelle? Lumine peut avoir truc, parce que quand on parle de millénaires, ça peut être des 2000, 3000, 10 000 et tant d'années. Et pour moi, je pense que la voyageuse était là avant Fennes.
Ce qui aussi pourrait être compréhensible sur pourquoi elle connaît des choses. Et pourquoi elle veut faire la guerre contre Phanès, quoi. On est qu'au premier artefact. Alors, pardon, excusez-moi, il manquait un truc là. Les hauts cieux remirent une plume de renaissance à leurs envoyés, et tout péché fut pardonné à l'achèvement du destin. La cessation glaciale. Le ciel s'était embrasé sous l'effet des braises ardentes qui s'étaient mêlées à une pluie de sang. La nuit était devenue plus claire que le jour. Un pic stellaire était tombé du ciel, bouleversant les étoiles elles-mêmes, dont l'éclat éclipsait même la lumière du faux soleil. Quoi? Alors ça oui, voilà, ça c'est exactement ce qui avait été théorisé et que maintenant c'est concrétisé, c'est que on avait littéralement, enfin pour moi j'avais dit et quand j'ai écouté les autres, ils l'avaient également théorisé comme Other Birds, et comme certaines demoiselles, c'est que si il y a un faux ciel, une fausse lune, de faux divinités, de faux ceci, de faux cela, pourquoi n'existerait-il pas de faux soleil? Et du coup, il y avait une certaine théorie comme quoi en fait le faux soleil c'était quelque chose de véridique, mais qui néanmoins celui qui avait la capacité d'avoir le véritable soleil c'était Zhongli, parce qu'il y avait certaines références qui pouvaient faire une certaine corrélation, notamment le gold, je sais plus quoi, et qu'en même temps le titre qu'avait donné Zibai à Zhongli, qui était l'étoile céleste, il me semble, pouvait faire référencer à ça. Et du coup, c'est trop bien qu'on nous dise littéralement dont l'éclat éclipsait même la lumière du faux soleil. Parce que du coup, ça concrétise la théorie. Qu'il y en a bel et bien un faux. Et du coup, c'est trop bien. Voilà, c'est le meilleur jeu du monde. Dans la grande terre cité érigée sur la terre gelée, les lumières brillaient tout aussi fort, et la grande salle du conseil était ornée de bannières aux motifs variés. Les flèches de la rébellion étaient prêtes à s'envoler, pointées vers la cité céleste. Même les nivéoles à peine nés étaient désormais armés pour la guerre. Waouh, ça c'est horrible. Les chefs rebelles savaient que l'heure fatidique avait sonné. Plutôt que de se raccrocher à la vie, ils choisirent d'affronter la mort avec sérénité. Pourtant, l'ange le plus éminent d'entre eux s'arrêta près d'un petit lieu de prière situé en périphérie. Elle souhaitait adresser ses dernières paroles à la première personne à s'être réveillée. Huh. Donc là, je pense qu'on parle de la rébellion de Koitar, du troisième descendant et contre Célestia. Que vois-tu dans tes yeux? Un nouvel espoir ou un destin voué à la mort? Ce n'est peut-être pas la fin que nous espérions, mais pour toi et moi, cela suffit. Aux yeux de ses détracteurs, elle était la fille aînée des cieux, égarée par la tentation. Mais ceux qui étaient nés enchaînés ne sauront jamais apprécier la valeur de la liberté. Ceux qui étaient nés enchaînés refusaient de croire que la noble envoyée oserait trahir l'ordre divin, tout comme ils n'osaient pas braver les mensonges du ciel. Sur l'estrade se tenait un corps autrefois mortel, aujourd'hui usé et brisé par le poids du temps. Dans ses yeux illuminés par les étoiles, une flamme dorée vacilla puis s'éteignit. Sa réponse finale ne fut finalement rien d'autre qu'un long silence. Même en sachant qu'au terme du destin, ce qui attend ce monde c'est une destruction à laquelle nul ne peut échapper. À l'instar des éphémères, ils vivent et meurent en l'espace d'une journée, et pourtant, ils se battent pour un navire à des milliers d'années d'ici. L'espoir demeure entre les mains des gens ordinaires, et c'est parmi eux que quelque chose de plus grand verra un jour le jour. Mais le temps que nous avons gagné ne suffira pas. Pas pour qu'un miracle puisse se produire à notre époque. Vous avez allumé la première flamme, mais ce n'a jamais été de votre guerre, et vous ne devriez pas avoir apporté le poids d'un péché qui n'est pas le vôtre. Mes chers compagnons qui m'avaient tiré d'un rêve d'ignorance, je vous en prie, retournez dans le monde auquel vous appartenez tant qu'il est encore temps. Le clou du jugement jeta l'ombre sur la terre, tandis que l'esprit de celle qui marchait devant les autres s'attardait dans un rêve inachevé sur ces contrées désolées.
Même si cela signifiait qu'elle serait enchaînée pendant 10 000 ans et que les neiges du Grand Nord sombreraient dans une obscurité inconnue, même d'une divinité. Attends, quoi? Et que les neiges du Grand Nord sombreraient dans une obscurité inconnue, même des divinités. Intéressant ça. C'est intéressant parce que ça rappelle le trailer de Stage Daya. Rappelez-vous quand Aether, du coup, on avait vu la statue là de Saritsa, il commençait à s'en approcher. Soudainement, on a eu un effet un peu bizarre, comme si on s'était téléporté avec le merde, le train figé dans le temps et l'espace. Et quand on voyait nous, Aether, tenant un flingue, on voyait dehors le train en fait une obscurité profonde en quelque sorte. Et ça pouvait apparenter soit à ce que comment dire, euh, aspect de Shnejdaya, genre tout est détruit après la guerre, etc. Ou bien au contraire, cette fameuse punition de cette obscurité inconnue, même des divinités, depuis la rébellion. Intéressant. Ah, c'est pas mal. Mais ouais, du coup, ouais, là on nous parle de Koitar et tout, c'est bien. Ah, c'est quand même bizarre, hein. Mais je suis trop content là pour le faux ciel. Le faux soleil, pardon. Mais oui, putain, le premier artefact, on te parle de civilisation détectant les étoiles s'éteignant petit à petit, et qu'à la toute fin, on te parle de la voyageuse qui se réveilla. Là, on te parle de la rébellion de Koitar, du troisième descendant, ainsi que de toute la population contre Célestia. Pouah. Ah, du coup, elle est enchaînée, hein, Koitar. On sait pas où elle est, mais elle est enchaînée. Intéressant. Ok, le troisième. Les Ossieux remirent un cadran solaire inversé à leur envoyé. Une interdiction inviolable devint une source de rage. Le décret graciel. Observer, calculer, consigner et écrire. Tous les mondes à la portée de sa sagesse furent gravés dans les yeux du néant. Pour des raisons obscures, ce peuple autoproclamé comme ayant transcendé le temps accomplit une mission éternelle parmi les étoiles. Même en sachant que les ténèbres qui effacent l'existence même constituent une fin irréversible, sans retour possible, les chroniqueurs, derniers descendants des anciens, restent fidèles à leur mission, gravant chaque étoile dans leur mémoire, et cette voyageuse, à peine réveillée de ce néant désolé, n'est qu'une voix parmi ces innombrables chroniqueurs. L'étendue est L'étendue étoilée qui l'entoure témoigne encore de l'existence de sa désolation, bien que sa lumière se soit considérablement affaiblie par rapport à son éclat d'autrefois. Pourtant, cela correspond tout à fait aux prévisions de la voyageuse, et s'aligne presque parfaitement avec les calculs de la carte céleste. Un seul détail fait exception, un point lumineux absent de la carte stellaire. L'image diffère légèrement de ce qui avait été prédit. Dans les souvenirs qu'elle avait archivés dans la bibliothèque de sa lointaine planète natale, il s'agissait d'une planète naissante et habitable. Pourtant, elle repose désormais dissimulée derrière des couches de champ impénétrables, sa flamme originelle dépouillée de l'éclat qu'elle a été censée porter. Attends, on va tout lire, après on verra. Elle fit remonter à la surface des souvenirs depuis longtemps enfouis, se rappelant qu'elle avait autrefois rendu visite au souverain qui régnait sur ce monde. Hein? Comment ça? Elle fit remonter à la surface des souvenirs depuis longtemps enfouis, se rappelant qu'elle avait autrefois rendu visite au souverain qui régnait sur ce monde. Où était passé son ancien maître?
Pourquoi le nouveau descendeur avait-il construit cette coquille qui a emprisonné toute vie intérieure? Les chroniqueurs respectent les lois ancestrales et s'abstiennent de tout et s'assurent toujours d'intervenir dans ce qu'ils observent. Bon, si ces chemins divergent du temps, qui semblent receler une infinité de possibilités, ce ne sont rien d'autre qu'un voile d'ignorance aboutissant à une seule issue. Pourquoi sommes-nous toujours poussés à explorer chaque recoin du labyrinthe du destin par notre instinct et notre nature? Peut-être que l'heure du changement a sonné, ou peut-être que ce n'est que de la curiosité. Mon esprit s'aventure dans le monde qui se cache à l'intérieur de la coquille. What the fuck? Attends. Ici, là c'est hyper intéressant. Donc on va essayer de relire et on va essayer de comprendre. Donc voilà, en gros, la voyageuse, donc Lumine, avait parlé à ces fameux chroniqueurs, les derniers descendants des anciens, pour, entre guillemets, graver chaque étoile dans la mémoire et continuer un peu de regarder les étoiles en quelque sorte. Et ok. Donc pour autant, voilà, l'étendue étoilée, ça correspond pas à peu près aux prévisions de la voyageuse par rapport au calcul de la carte céleste. Même si c'est quoi? Même si sa lumière, en quelque sorte, soit considérablement affaiblie, compréhensible puisqu'il est l'abysse. Donc néanmoins, il y a un détail qui fait exception, c'est la terre natale de Lumine. Où en gros, il s'agit d'une planète naissante et habitable. Et pourtant, elle repose désormais dissimulée derrière des couches de champs impénétrables, sa flamme originelle dépouillée de l'éclat qu'elle était censée porter. Donc je pense que c'est juste qu'elle était soit détruite, soit reformée, soit des trucs comme ça. Et du coup, ça fait qu'elle n'a pas cette aura d'étoile, donc elle n'apparaît pas sur la carte. Ça, par contre, c'est insane. Elle fit remonter à la surface des souvenirs depuis longtemps enfouis. Donc déjà, quand elle dit longtemps enfouis, espèce de grognasse, euh, si t'es au niveau des chroniqueurs, ça veut dire que t'es aux alentours de 7000 années. Entre 6000 et 7000 ans. Tout au plus, d'ailleurs. Et elle ose dire... Elle fit remonter à la surface des souvenirs depuis longtemps enfouis, se rappelant qu'elle avait autrefois rendu visite au souverain qui régnait sur ce monde. Ah merde, non, ok, non, c'est my bad. Qu'elle avait autrefois rendu visite au souverain qui régnait. Sauf que régner, c'est au passé. Attends, c'est-à-dire qu'elle a rencontré Nibelung? What the fuck? Oui, parce que en fait, quand j'ai lu ça, pour moi, c'était Fanès qu'elle avait rencontré. Et du coup, le truc le plus plausible, c'est que vous voyez, il y a aussi cette théorie à la con, c'est que l'Even Principles, tout ce qui se passe à l'heure actuelle est fait de l'intelligence artificielle du vaisseau. Et du coup, il y a l'abscission triple qui a fait que ça a séparé l'IA en trois parties, l'Eveny Principles, Paimon, et puis quelque chose d'autre. Et du coup, si il y avait, entre guillemets, un lien direct entre Fanès et Lumine, j'aurais compris. Parce que l'IA est fait pour aider les jumeaux, comme a pu faire le vaisseau en créant une atmosphère, une biodiversité, bref, et tout le bordel. Mais pourtant, c'est comme elle dit, j'ai rendu visite au souverain qui régnait sur ce monde. Elle parle de Nibelung. Mais pourquoi faire? Et puis aussi, elle dit, elle fit remonter à la surface des souvenirs depuis longtemps enfouis. Hmm.
Intéressant. Où était passé son ancien maître? Hein? Ça par contre j'ai pas compris. Quand elle dit où était passé son ancien maître, elle parle de qui? Elle parle de... Du coup le souverain qui régnait sur le monde? Donc qui était l'autre con là, Nibelung de ses grands-morts? Ou est-ce que c'est encore plus ancien que ça? Donc plus ancien que Nibelung. Donc ça voilà, ça je sais pas trop dire, je vous avoue. Et pourquoi le nouveau descendeur, donc Fennes, avait-il construit cette coquille qui emprisonnait toute vie à l'intérieur? Donc ça après, bon, c'est compréhensible, hein, je comprends parfaitement de pourquoi il a construit cette coquille, hein. Son esprit s'aventure dans le monde qui se cache à l'intérieur de la coquille. Mais en fait, voilà. Donc, du coup, c'est intéressant hein, ce qu'on a appris là par rapport à la sœur et les chroniqueurs. Mais moi, surtout, je comprends, c'est pourquoi est-elle autant persuadée de la véracité de ce qu'elle a par rapport à Celestia? Parce qu'après tout, si elle était avec les chroniqueurs, du coup, il y a de ça plus de 6000 ans, elle était déjà... Enfin, elle sait déjà ce qui se passe par rapport à Celestia, tout ce qu'il faut, etc. Et pourtant, elle veut continuer à confronter Célestien en ayant une place dans le trône divin, pour ainsi avoir une sorte de débat égal à l'ordre divin lui-même. Parce que pour moi, hormis le simple fait que Fennes soit celui ayant détruit les univers pour les deux jumeaux, qui continue de causer la perte de Tévan en créant ce fameux destin qui continue inlassablement de nourrir l'abysse, je vois pas d'autre chose en fait sur la vérité du monde en quelque sorte. Parce que à moins que, et là c'est pour le moment, c'est la théorie la plus folle que je peux dire, c'est que comment dire, on sait que l'ordre divin n'est pas capable, enfin actuellement en train de dormir pour X ou Y raison, mais qu'au fin de compte, il a pu lui-même utiliser une sorte de abscission triple pour retirer l'âme de son corps pour le transmettre à d'autres corps et le mettre sur Razer. Parce qu'en fait, je dis ça parce que vous voyez sur le prochain jeu là qu'ils vont faire au Yoverse, c'est Horizon. Non, c'est Honkai. Honkai, je sais plus quoi, c'est une sorte de TFT, il y aura Blade, Kiana et tout le bordel. Il y avait un personnage qui ressemblait exactement à Heather. Mais c'est vraiment exactement. Et son titre, c'était le dieu des illusions. Du coup, j'avais supposé que, est-ce que, en fait, tout ceci n'est pas juste une illusion de nous-mêmes, juste pour notre pur plaisir, et qu'en fin de compte, on est juste ceux qui manipulent l'abîme en lui-même, quoi. Là, on veut passer. Non. Où on veut paraître être le saint, au fin de compte, on est juste le pécheur même de ce monde. Puisqu'avec tant d'illusions qu'on est en train de se faire, on fait juste ça pour nourrir l'abysse, pour qu'il puisse continuellement détruire tout ce qu'il veut. Tel un fameux pacte, hein, vous voyez, en quelque sorte. Bon, je parle du frère, mais je parle de la sœur aussi, hein. Mais ok, intéressant ça. Non mais regardez le lore qu'on a, genre c'est terrible.
Alors attendez, juste avant, on va lire ça. Les hauts cieux offrirent un doux nectar à leur envoyé, et le festin éternel ouvrit les grandes portes au désir. Ah, le festin éternel, on va peut-être pas les onglis. Enfin, des émissaires du coup. La récompense gracielle. Un vent de changement balaye cette terre sans limite. Par-delà les vents du nord, les cieux s'embrassent d'étoiles. Sur la terre gelée se dresse une cité plus puissante que le paradis lui-même, où les peuples de toutes nations se rassemblent comme un seul. Ils travaillent pour des rêves qui se sont éteints avant d'être accomplis. Ils travaillent pour des descendants qui ne se rencontreront jamais. Ils travaillent pour les promesses que leurs créateurs n'ont jamais tenues. Ils travaillent pour les étoiles qu'ils veulent atteindre un jour. Les progrès issus d'une sagesse qui transcende le monde dépassent désormais, jour après jour, un siècle d'avancée. Et l'esprit humain aspire à tout ce qui est nouveau, comme l'a fait autrefois chaque jeune peuple dans son innocence. De nombreux tabous, autrefois considérés comme inviolables, sont aujourd'hui brisés à mesure que tous les désirs les plus extravagants se réalisent. Ils cherchent les origines de l'évolution humaine afin qu'une nouvelle génération puisse voir le jour dotée d'un esprit plus vif et d'un corps plus robuste. Ils remontent aux origines de chaque langue, ces langues qui ont porté jusqu'à quatre coins du monde des vérités autrefois voilées par le ciel. Les mystères qui étaient autrefois considérés comme blasphématoires sont aujourd'hui abordés ouvertement avec les enfants dans les salles de classe. Le ciel ne leur a jamais semblé aussi proche, si proche qu'ils en viennent même à croire qu'ils peuvent le défier. Mais ce n'est pas là un conte de fées où l'héritage se transmet de père en fils. Le jugement du maître des cieux n'attend pas que les mortels aient rassemblé leurs forces. Avec suffisamment de temps, il pourrait en effet donner naissance à quelque chose de grandiose, quelque chose qui pourrait transcender toute fatalité et tout dessein. Mais qu'importe, ce monde n'a jamais été fait pour eux. Tel est le verdict final. Une fois que la chute vers la tentation a commencé, quel que soit le chemin emprunté, la descente est toujours la même. Le libre arbitre n'engendre que l'incertitude et le malheur. Telle est la vérité qui nous enseignent les lois impitoyables de l'univers. Les mortels qui s'égarent hors de leurs limites doivent être remis à leur place, tout comme les branches rebelles d'un arbre doivent être taillées. Mais est-ce vraiment la seule réponse à l'ultime question? N'est-ce pas justement parce qu'il défie toute raison qu'on appelle ça un miracle? Pourtant, pour ceux d'une époque révolue, la possibilité de trouver cette réponse n'existe déjà plus. Ah ouais. Ça, c'est quand même insane de se dire que même au début de de toutes les créations comment il s'appelle, la Fennes, donc les humains, les nations et j'en passe. Même à cette époque-là, ça voulait quand même défier la, la création même, quoi. On n'a pas forcément droit de libre arbitre, on n'a pas forcément droit de penser, de se rebeller. Ah, c'est ce qui s'est passé à la Cité d'Or d'ailleurs, hein. Leur technologie qui devenait beaucoup trop grande. Kenria, même si Kenria c'est des connaissances, mais c'est surtout l'interdiction de l'abysse qui a fait que. Mais ouais, ça c'est quand même difficile de se dire que qu'au fin de compte, même au tout début de la création qu'a pu faire Fanes, en fait, ça vrillait dès le début, quoi. Et pourtant, pourquoi dort-il, en fait, ça c'est un autre débat, hein. Les Ocieux donnèrent une splendide couronne à leur envoyé et un pouvoir sans entrave contribua à nourrir les germes de l'arrogance. Alors, la couronne gracielle. La faible lueur des trois lunes ne suffisait pas à dissimuler le vent meurtrier agité par les étoiles filantes. Au-delà des violentes tempêtes du Nord, dans l'ancienne capitale, des rebelles venus de tout le pays se sont rassemblés sous la gigantesque coupole. La fille aînée, autrefois acclamée comme l'étoile du matin, est aujourd'hui prisonnière d'un péché impardonnable. Donc là, je pense qu'on parle de Koitar. Devant le nombre, devant le nombre toujours croissant de ses partisans, elle brandit l'épée qui autrefois avait brisé les chaînes du peuple.
La messagère gravissant la haute tour s'apprêta à proclamer ces paroles blasphématoires aux cieux. La bataille finale est sur le point de commencer, et je sais déjà que ce que je recherche. Je préférerais une liberté durement acquise plutôt que le confort des chaînes. Soit le renverser de son trône céleste. Non, quoi? Soit le renverser de son trône céleste et le traduire devant une justice qui dépasse ce monde, soit être consumé par sa colère capricieuse et périr selon le sort qu'il a décidé. Je ne crois pas à une prospérité qui ne s'estompe jamais. Je ne crois pas que le bonheur puisse être façonné. Je ne crois pas à la couronne aux 7 rayons, ni au fait que sa lumière puisse véritablement tout sauver. La couronne aux 7 rayons, intéressant. Je ne crois pas au chant que l'on récite à genoux car ce monde nous appartient. Les ailes s'effleurent dans un bruissement sec et feutré, car jamais depuis la création tant d'anges ne s'étaient rassemblés à un seul endroit. Comme s'ils avaient été réveillés par le roulement tonitruant des tambours de guerre, des bêtes que le monde avait depuis longtemps oubliées flairèrent l'odeur du sang qui souillait le sacré. Des vallées sans lumière ou des confins des mers lointaines, les plus anciens maîtres de la terre se lèvent pour répondre à cet appel. À partir des épreuves que le destin nous a imposées, nous avons forgé notre propre paix. Nos grands projets ont depuis longtemps dépassé leur simple destin. Une étoile pâle brille au-delà du faux ciel, et par sa simple existence, elle proclame notre victoire. Même dans l'échec, de nouvelles possibilités se présenteront, car ceux qui viendront après nous observent. Après nous observent. Regardez, les étoiles brillent de mille feux ce soir. Les dernières paroles de Koitar avant la grosse rébellion. Du coup, on a quand même eu deux artefacts qui ont parlé d'un peu de Koitar, hein. C'est intéressant. Pouah. C'est quand même ouf hein, de se dire que dans pas longtemps on arrive en fait à Snezhdaya, on aura toutes les réponses possibles et imaginables. Aussi d'autres questions bien sûr, parce qu'ils vont pas tout dire en une seule nation. Mais waouh, là je pense que déjà on a eu quand même beaucoup d'informations. J'espère qu'on va entendre parler de la fille aux cheveux argentés Axinia, notamment par la tsarine, parce que je pense qu'elle a dû avoir un impact assez important pour elle en tout cas. Et voilà. Des bisous YouTube. J'espère que t'as aimé ce petit blabla d'1 heure. Et puis, si jamais tu as des théories ou des choses à concrétiser ou des choses à modifier par rapport à ce que j'ai dit, n'hésite pas à dire le commentaire. Ce sera avec un immense plaisir que je lirai et que je discuterai bien sûr de toute manière. Voilà. Ça, c'est toujours bien de peaufiner son lore de Genshin, n'est-ce pas? De toute façon, il y a beaucoup de choses que je connais pas, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le second compte de Genshin qu'il faudra que j'y rejoue d'ailleurs. Mais voilà. 10 bisous YouTube. Et puis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.